Bonjour à tous, on va commencer si vous le voulez bien. Je vais déjà excuser dans un premier temps la présidente puisque malheureusement elle est souffrante. Donc il me revient la charge de présider ce conseil de quartier. On a plusieurs sujets à l'ordre du jour. On a donc les travaux de rénovation du jardin des Cévennes avec Monsieur Lelon qui va pouvoir présenter le sujet. On a en deuxième sujet l'état de la voirie dans le quartier. Ce sujet sera présenté par Madame Germont qui est présente ici. Ensuite, nous aurons également la présentation du référent police municipale, qui est à ma droite. Et enfin, une information sur la rénovation du ballon Generali qui y a lieu il y a quelques jours. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez commencer. Oui, merci beaucoup. Si c'est bon, ça marche, vous m'entendez bien? Donc, je suis Julien Lelon, je suis de la direction des espaces verts et de l'environnement. Je suis le chef de la division territoriale du 15e arrondissement au service d'exploitation des jardins. C'est l'ensemble de mes équipes que vous rencontrez au quotidien dans vos jardins. C'est eux qui entretiennent l'ensemble des espaces, que ce soit les jardins, mais aussi l'espace public. Et effectivement, je viens vous présenter un projet qui a fait partie d'études de mes équipes au Square des Cévennes. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qui va être réalisé. Simplement, je remettais aussi en perspective le fonctionnement de mes équipes sur ce projet qui est la rénovation de l'aire de jeu. On a des objectifs au sein de la division qui sont des contrôles vraiment quotidiens de l'ensemble de nos équipements pour que vous puissiez bénéficier de l'ensemble des structures dans des bonnes conditions et aux normes. Donc mes équipes réalisent quotidiennement le contrôle des aires de jeu. On a aussi un contrôle trimestriel qui est réalisé par la division, par mes techniciens. Et puis on a un contrôle annuel qui est réalisé par une entreprise agréée, un bureau de contrôle qui nous permet d'ouvrir tous les équipements en très bonnes conditions et surtout en toute sécurité pour l'ensemble des enfants. Vous allez voir le projet de l'aire de jeu que je vais vous présenter. Il s'est inscrit dans une stratégie à l'échelle du quartier. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite faire un projet, on essaye vraiment de se rattacher avec quel sera l'usage et quel type de population on va attirer en termes de tranche d'âge. On s'attarde aussi à essayer de fixer un usage qui va être cohérent et qui va être accessible à l'ensemble des enfants. Donc la définition des tranches d'âge pour nous est très important. Parfois on fait de la concertation lorsqu'on nous le demande. Et puis on a des objectifs qui sont les nôtres d'inclusion dans les aires de jeu pour que l'ensemble de tous les enfants puissent vraiment s'intégrer et jouer ensemble et interagir ensemble. Juste simplement, j'ai repris un peu les grands thèmes de l'inclusion. On met vraiment les valeurs ludiques au centre de nos projets d'aires de jeu, qui soient soit physiques, soit émotionnels, cognitifs ou créatifs. Et c'est avec ces grands thèmes que l'on propose des projets qui vont rattacher les différents handicaps, qu'ils soient moteurs, visuels, auditifs, psychiques, intellectuels ou invalidantes. Et avec tous ces sujets, on vous propose vraiment des scénarios d'aménagement et en concertation avec la mairie du 15e, on décide d'un projet. De la même manière, pour concevoir un projet d'aire de jeu dans nos espaces, on s'attache aussi à avoir différentes typologies de jeux, que ce soit des petits jeux mais aussi des grosses structures pour que vraiment l'ensemble des enfants et typologies d'enfants puissent s'intégrer dans notre projet. On fait une fiche de bilan de nos équipements. Forcément, on a un jeu qui a été mis en place en 1999. Donc on s'intègre vraiment dans un programme de remise en état
du patrimoine. En 2024, l'aire de jeu le jardin plus largement avait été mis en accessibilité avec les contraintes de mobilité du jardin et d'accès à l'ensemble des équipements. On est dans un jardin qui est relativement calme. On a une crèche à proximité et on souhaiterait aussi désengorger le jardin Caroline Aigle qui est ultra fréquenté. Et pour nous, c'était important qu'on fixe une tranche d'âge assez jeune pour pouvoir attirer aussi les assistantes maternelles et les nounous et avoir vraiment un usage apaisé dans le jardin. Donc, on a ciblé ce projet sur un financement central de la direction qui prend en compte justement l'inclusivité. Et pour nous, c'était vraiment très important que le projet qu'on propose soit au maximum inclusif. Hop, je suis allé trop loin. Pardon. Donc le projet que l'on va mettre en œuvre, qui va arriver très prochainement parce qu'il va commencer en juin, on a ciblé vraiment cette tranche d'âge 1-8 ans, où on remplacera vraiment l'ensemble du sol amortissant qui est lui aussi en fin de vie. Et l'idée vraiment, c'est d'apporter des familles, d'apporter vraiment des enfants et qu'on puisse avoir un périmètre de jeu assez large pour que aussi les enfants puissent courir sans qu'il y ait des barrières physiques dans l'aire de jeu. Donc différentes typologies, des jeux à ressort, des jeux seuls, des jeux à plusieurs pour interagir, des structures avec des glissières, mais aussi des zones d'assises. On pourra ainsi vraiment être sur l'ensemble du périmètre actuel de l'aire de jeu. Un sol amortissant qui garantit aussi les niveaux de chute et la sécurité des enfants. C'est un projet qu'on livrera en juillet de cette année, bien sûr. C'était fin juin avant. Parce qu'avant, c'était fin juin. On va commencer les travaux fin juin et on livrera en juillet. On a à peu près 3 semaines de travaux. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette présentation. J'en profite pour tous ceux qui sont dans la salle qui sont jamais venus à un conseil de quartier. Vous avez donc les conseillers de quartier qui sont sur ma droite et sur ma gauche. Et ce sont eux qui, en réunion préparatoire, ont choisi les sujets qui sont traités aujourd'hui. Et donc, je vais demander d'abord, dans un premier temps, aux conseillers de quartier s'ils ont des questions sur la présentation qui a été faite. Et ensuite, la salle pourra poser les questions qu'elle souhaite. Alors, est-ce que dans les conseillers de quartier, il y a des questions ? Madame Dany? Non, je suis déjà contente qu'on fait quelque chose parce que ça fait quelques bonnes années déjà que c'est abandonné. Et pour le moment, il y en a un jeu. Vous avez montré une photo avec 2. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre juste le micro? Parce que comme c'est enregistré, on a besoin que vous parliez au micro. Super, merci beaucoup. Bien, je suis très contente que ce projet a lieu finalement parce que ça fait plusieurs années que c'est abandonné complètement. Et j'espère qu'on va aussi refaire complètement les sols. Une chose qu'il y a beaucoup de bancs là-bas. Et j'ai vu que la crèche utilise aussi cette aire de jeu en ce moment. Donc, bien. Je pense que c'est très bien si vous le faites. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai demandé, parce que je pensais que ça serait bien pour les quartiers. Et on attend maintenant fin juillet. C'est dommage, parce que fin juillet, les enfants, ils ne vont pas l'utiliser. Hein. Donc, voilà. Alors effectivement, vous avez raison. L'aire de jeu a été, entre guillemets, abandonnée. On a mis du temps à sortir des financements et des projets. C'est même plus du conditionnel parce qu'on est en phase de préparation, les entreprises ont eu leurs commandes, c'est tout un travail qu'on a apporté avec aussi le cabinet du maire. Et par contre, sur le mobilier, vous avez une attente particulière? Sur les bancs, notamment? Disons que sur les bancs, en ce moment, il y a beaucoup de bancs autour de ces aires de jeux, ce qui est très bien. Et pour les jeux...
j'ai dit au dernier conseil, ça serait bien si on avait aussi un balançoire. Mais il n'y a pas. Et parce que les balançoires, il y en a vraiment, dans les 15e, il y en a seulement Parc Georges Brassens. C'est vrai pardon, allez-y, terminez. Et il y en a un balançoire où il n'y a que des grands qui jouent avec au parc André Citroën, mais des balançoires vraiment, il y en a un parc, c'est tout. C'est vrai, vous avez raison, c'est un équipement qui nous est beaucoup demandé. Et souvent, lorsqu'on concerte, on remet en perspective le ratio de surface utilisée d'une aire de jeu et la quantité d'enfants qui peut y être installés et qui peut y jouer. Et c'est vrai qu'une balançoire, il faut à peu près 20 mètres carrés. Et sur une surface de 20 mètres carrés, on peut y installer un jeu où potentiellement il y aurait une quinzaine d'enfants qui puissent y jouer. Donc souvent, on prend la loi du nombre et on favorise plutôt d'y mettre une aire de jeu avec des structures à grimper et avec différentes tranches d'âge plutôt qu'une balançoire. Mais c'est quelque chose qu'on va regarder à l'échelle du quartier, si vous le voulez bien. J'aimerais bien. Et puis, la surface, elle est quand même très grande. Vous voyez, oui. Même sur votre esquisse, là. Oui, non, mais vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions par les conseillers de quartier ? Oui, donc je voudrais intervenir là-dessus parce que nous avons énormément de jardins dans cet arrondissement. Heureusement, jamais assez d'ailleurs, jamais assez pour permettre aux familles de s'y promener et d'y amener leurs enfants notamment. On a même ouvert des caniparks d'ailleurs, spécifiques pour ne pas mélanger les chiens, les familles, les enfants, etc. On en a ouvert 4 dans le 15e depuis récemment. Mais bien sûr, nous faisons en fonction des moyens qui nous sont alloués, des moyens budgétaires plus particulièrement. Donc il y a beaucoup de jardins dont l'entretien est nécessaire, dont la rénovation même est nécessaire, et nous devons arbitrer entre les différents jardins. Ça faisait longtemps que nous demandions la rénovation, la réhabilitation de ce jardin, ça arrive enfin, avec un petit décalage malheureusement de quelques semaines, vous avez raison de le souligner, mais il y a les procédures administratives, les procédures budgétaires, les commandes de matériel et de jeux, etc. Tout ça est très compliqué, ça ne va jamais assez vite d'ailleurs, mais nous essayons d'arbitrer au mieux. Alors c'est vrai que l'idée qu'on peut retenir de ce que vous avez dit, enfin on peut tout retenir d'ailleurs de tout ce que vous avez dit, mais c'est qu'on puisse peut-être mettre en place une balançoire par secteur. On ne pourra pas le faire dans tous les jardins, mais une balançoire par secteur, ça pourrait permettre aux familles de bénéficier de ce jeu qui est assez apprécié des enfants. Ils attendent. Je ne sais pas si vous avez vu au parc Georges Brassens, mais des fois, on attend 20 minutes pour arriver à ces 2 balançoires qu'il y a au parc Georges Brassens. Et c'est les seuls qu'il y a dans le 15e arrondissement. Alors, bien, ce parc-là, il n'est pas très visité, il est caché, c'est un avantage aussi, mais il est vraiment très très bien, hein. Il est bien entretenu, il y a aussi les jardins partagés là-bas, il est vraiment très bien ce parc, donc ça pourrait être un endroit à proposer. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre un micro ? Excusez-moi, bonsoir. Je me demandais où est ce parc dont on parle depuis tout à l'heure. Je suis arrivé peut-être 1 minute en retard. Je ne sais pas de quel parc on parle. Alors, hop. C'est celui peut-être au bout de la rue Cauchy, non ? Oui. Il est exactement au début de la rue Cauchy, tout à fait. C'est ça, ouais, alors je vois très bien, d'accord. Exactement. Oui, d'accord, je vois, merci beaucoup. Voilà. Oui, madame ? Oui, je voulais simplement dire quelque chose sur les balançoires. C'est vrai qu'on attend toujours énormément. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système pour dire aux enfants et aux parents que le tour, ça dure, par exemple, si on mettait une sorte de sablier ou quelque chose comme ça, vous voyez, un juge de paix, en fait, l'enfant saurait que quand le sablier est fini, son tour est fini. Et avec les autres parents, ce ne serait pas la bataille, ce ne serait pas, enfin, entre guillemets, la bataille, hein, bien sûr. Bon, c'est juste une idée, parce que c'est toujours très difficile d'arrêter un enfant qui prend beaucoup de plaisir à la balançoire, mais quand il y a les petits copains derrière, bon, ça fait toujours, voilà, c'est un petit sac de nœuds là. Donc ça, c'était simplement pour rebondir là-dessus. Et l'autre chose, c'était, étant donné qu'on va avoir des épisodes un petit peu caniculaires, est-ce qu'on a prévu quelque chose concernant les ombrières, les brumisateurs, les fontaines, bien sûr, qui servent non seulement à se désaltérer, mais aussi à se laver les mains,
Voilà, c'était un petit peu ça. Alors effectivement, vous avez raison, on a un double programme d'inscription. On a un programme sur les ombrières et on a un programme sur les brumisateurs. Il y a un brumisateur au Square Necker qui va être fonctionnel. Il y a juste les sondes, je crois qu'ils annoncent vraiment très chaud ce week-end. Il me semble qu'il va fonctionner. Pour l'instant, on a pris un peu de retard aussi dans toute cette programmation. J'ai pas en tête, je pensais pas qu'on allait évoquer ce sujet, j'ai pas en tête l'ensemble du programme, mais c'est des sujets que nous portons au sein de la direction. Soit des ombrières, soit sur les aires de jeu aussi, on équipe maintenant les jeux de dispositifs qui permettent de protéger les glissières. On se met aussi des doctrines de ne pas mettre les glissières plein sud. Enfin, on accompagne aussi dans la conception et la réalisation des logiques d'implantation des aires de jeu. Mais en tout cas, c'est des sujets sur 2025 que l'on va porter au sein de ma division. Oui, un complément d'information. D'abord, c'est sûr qu'on ne pourra pas mettre un policier municipal devant chaque balançoire, je le regrette, mais il y a déjà beaucoup de problèmes de sécurité à régler, et donc on ne pourra pas mettre même un agent de jardin, un AS. Mais en revanche, il est possible peut-être de mettre un écriteau, quelque chose comme ça. Donc il y a un certain nombre de familles qui le respecteront pour bien indiquer que la balançoire ne doit pas être appropriée par une seule personne, quoi. Bon, ça peut être envisagé de mettre petite information, laisser la place à vos camarades ou des choses comme ça, quoi. Ça, on va regarder ça si c'est possible, c'est noté. Deuxièmement, c'est vrai qu'on essaie de développer maintenant le plus possible les brumisateurs. D'ailleurs, il y en a un sur le parvis de la mairie, où j'étudie aussi la possibilité de mettre des ombrières, parce que c'est un îlot de chaleur considérable, le parvis de la mairie. Mais nous en installons aussi dans le square d'Alpera, par exemple, et puis je ne sais plus où. Mais puisque je n'ai pas assez de crédit, là aussi, octroyé par la mairie centrale, donc nous avons inscrit ce matin, dans les propositions du budget participatif, un certain nombre de dépenses pour mettre en place des brumisateurs qui seront pris donc, sur le budget participatif, puisqu'il y avait un projet de budget participatif là-dessus, il a été retenu, donc il sera soumis au vote des habitants. Et les ombrières, c'est ça qui est plus important. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre un micro, s'il vous plaît ? Les ombrières, surtout les jardins blancs, qui est vraiment exposé au soleil, très exposé. Et là, il y a plusieurs écoles qui vont jouer dans ces jardins, surtout l'école M, qui n'a pas une cour de récréation. Ils utilisent ces jardins là-bas. Et je pense que c'est aujourd'hui, il faut absolument penser à protéger les enfants des rayons UV et il faut mettre des ombrières, hein. Même à les enlever peut-être pendant l'hiver, mais pendant l'été, il faut absolument les avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Tout a été extrêmement clair, donc il n'y a pas de questions. Une dernière question ? Non, mais donc on va pouvoir passer au sujet suivant, qui est l'état de la voirie dans le quartier. Nous avons la chance d'avoir Madame Germont avec nous, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu les différents programmes dans notre quartier. Bonsoir à tous. Donc, je suis Miela Germont, adjointe au chef de section territoriale de voirie, en charge des 15e et 16e arrondissements. Alors, donc, l'idée, c'est de vous parler un petit peu des travaux gérés donc, directement par la section territoriale de voirie. On est une équipe à peu près de 44 personnes quand on est au complet. Ce n'est pas toujours le cas, comme au niveau national, vous savez. Concernant l'état global de la voirie, donc évidemment, quand on parle de voirie, on a l'impression que c'est l'espace public. On se dit le service de voirie s'occupe de tout l'espace public. En fait, il y a quand même quelques nuances parce que le cœur de notre métier, c'est vraiment l'entretien des trottoirs, donc y compris les mobiliers correspondants qui sont sur le trottoir et également l'entretien des chaussées. Alors,
quand on regarde dans le quartier donc Citroën Boucicaut, globalement, je dirais, peut-être que je m'emballe un peu, mais en tout cas, l'état des trottoirs est assez correct. Je ne dirais pas la même chose pour les chaussées, parce que nous avons quand même de plus en plus de chaussées dégradées, donc fissurées. Et les fissures, quand elles sont tout au début, ça va encore. Je veux dire, on peut venir faire un aménagement un peu moins qualitatif et on arrive, voilà, ça peut durer, ça peut être un peu pérenne. Par contre, quand on laisse plusieurs années, donc le revêtement de chaussée continue à se fissurer, après on a des faïençages et ça se transforme après en nid de poule. Vous savez, après on reçoit des plaintes comme quoi il y a des voitures qui ne peuvent pas passer ou alors il y a des risques d'accidents assez accrus. Je vous ai mis un petit exemple, hein. C'est la rue Ballard, là, mais là... En termes d'entretien, on ne peut pas parler de l'état de la voirie si je ne définis pas en fait les 3 typologies en fait d'opérations que nous menons au sein de la section territoriale de voirie. Donc le b.a.-ba de notre métier, c'est d'assurer déjà l'entretien quotidien des trottoirs, bien évidemment assujetti toujours à la même chose, à des enveloppes budgétaires assez conséquentes. Mais nous avons obligation, dans l'entretien quotidien, de pouvoir intervenir dès qu'il y a une mise en danger ou il y a un problème de sécurité sur l'espace public. Donc dans le premier cas, par exemple, là, c'est ce qu'on appelle un peu une réfection. En fait, on est en cours de réfection de trottoir parce qu'en fait, on avait... c'était à l'issue d'un affaissement. Donc en fait, vous savez, c'est quand il y a quasiment le trottoir là, qui plonge. Parce qu'on a des vides parfois sous trottoir. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le gros entretien de voirie. Donc là, on est plutôt sur des travaux d'investissement. Et généralement, pour l'entretien de voirie, on aime bien, dans la mesure du possible, faire ce qu'on appelle de façade à façade. Donc ça veut dire qu'on partirait d'une bordure de trottoir pour aller à l'autre, en balayant effectivement le revêtement de chaussée. L'idée, c'est aussi de profiter pour faire une mise en cohérence de la signalisation verticale ainsi que le marquage au sol, parce que avec le temps, évidemment, ça s'efface. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment plus les gros aménagements donc, qu'on est censé faire dans ce qu'on appelait embellir votre quartier. Donc c'est vrai que le quartier Citroën et Boucicaut ne sera pas traité en tout cas sous cette mandature, puisque nous avons déjà réalisé tout ce qui était Emerio Zola et Violet, si je ne me trompe pas, oui, voilà. Et nous avons amorcé des travaux aussi d'embellir votre quartier. Donc je rappelle, les embellir votre quartier, c'est vraiment les aménagements urbains, c'est-à-dire que généralement, on profite. À la fois, vous allez avoir du gros entretien qu'on essaie de mutualiser avec ce que je pourrais dire, même faire des aménagements de sécurité. C'est tout en un, en fait. C'est un package. On cible un secteur donné et on profite pour tout faire, en fait. À la fois des travaux concessionnaires sur les réseaux, des réfections de trottoirs, et ensuite, on enchaîne avec un reprofilage de la voie. Donc, ça revient juste à dire réaménager la voie avec notamment, si possible, l'accompagner d'une végétalisation. C'est d'ailleurs quasiment obligatoire d'accompagner d'une végétalisation. Et du coup, concernant embellir votre quartier, c'est vrai que Citroën et Boucicaut n'ont pas été trop concernés. Alors cette cartographie, c'était juste pour vous faire un petit focus sur ce que nous avons déjà réalisé. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a effectué des travaux sur l'ensemble des voies, mais ça veut dire qu'en fait, on est déjà passé sur telle ou telle voie. Notamment, donc, on a déjà effectué sous cette mandature pas mal de ce qu'on appelle de renouvellement de marquage, mais pour nous, c'est un rafraîchissement en fait, de tout ce qui peut être ligne axiale, en fait, le marquage au sol, tout simplement. On est assez sollicité parfois avec la RATP qui nous demande aussi, par exemple, de reprendre des zigzags, des voies bus. Donc c'est quand même assez important. Et ensuite, je parle aussi de sécurisation à proximité de l'école. Donc ça, c'est vraiment des demandes ponctuelles qu'on a pu avoir aussi d'une directrice de l'école, parce que évidemment, je sais pas, moi je dirais malheureusement. La voirie, le service de voirie se retrouve souvent à pallier des problèmes d'incivisme. Bon, vous me direz, c'est vrai que des fois, tout n'est pas parfait, donc il faut bien accompagner la transformation en fait, d'un quartier, mais c'est vrai que quand on a des problèmes d'incivisme type excès de vitesse et que systématiquement on nous demande d'implanter des ralentisseurs,
Ok, d'accord, mais en fait, on ne peut pas implanter des ralentisseurs juste parce qu'on nous le demande. Déjà, nous, on doit vérifier s'il n'y a pas de passage de bus. Vous voyez, il y a quand même certaines contraintes. Et après, ensuite, une fois qu'on a implanté les ralentisseurs, ou des coussins berlinois, ça ne change pas. Quand on renforce la signalisation au sol, quand on rajoute la signalisation verticale, même avec ça, on se rend compte, même si on arrive à réduire un petit peu, enfin, je veux dire, les usagers, les automobilistes sont un peu plus vigilants, mais ce n'est pas très concluant, en fait. Et enfin, les rues aux enfants. Alors, dans ce quartier-là, c'est l'accordaire qui a été fait, je crois, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, en tout cas avant mon arrivée. Toujours est-il que sous cette mandature, il a été décidé que nous allions faire des aménagements complémentaires. C'est pas grand-chose. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais en tout cas, c'est assez minéral actuellement. Donc déjà, on va peut-être revoir si potentiellement on peut pas, c'est de voir si on peut pas mettre en place, en tout cas, de la végétalisation, ne serait-ce qu'en jardinière hors sol, donc en bac, en gros bac. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, nous avions aussi laissé tout ce qui était Croix Saint-André, côté école. Donc l'idée, ce serait vraiment d'ouvrir l'espace, tout en laissant fermer, évidemment, et d'accompagner tout cela avec du marquage ludique au sol. Voilà. Je pense qu'on associera évidemment l'école, et peut-être vous aussi, hein, pour décider en tout cas de ce qu'on pourra mettre en place. Et enfin, les travaux de gros entretien, j'ai mis Futur BI donc pour dire juste, c'est des travaux d'entretien, d'investissement. Donc c'est notamment ce dont je vous parlais déjà au départ, c'est-à-dire les réparations de trottoirs et de chaussées. Alors évidemment, ça aurait été bien qu'on puisse faire tout sous cette mandature. Malheureusement, le fait est qu'il faut lisser. Et là, en l'occurrence, sous cette mandature ne sera fait que la rue Ballard. Donc la rue Ballard, c'est-à-dire quelques pieds d'arbres de la rue Ballard, quasiment tous, enfin tous ceux qui ont un problème de volume racinaire. Quelques pieds d'arbres aussi alors, il y a une petite erreur, désolé. C'est rue Félix-Faure, mais c'est l'avenue Félix-Faure, en fait, qu'on va traiter. Et ensuite, reprendre aussi, faire aussi des réfections en fait, de trottoirs, notamment pour permettre un cheminement aisé des piétons. Voilà. Et enfin, je terminerai par les autres travaux qui sont en gestion de voirie. En gestion de voirie, pourquoi ? C'est-à-dire que là, ce ne sont pas les équipes de voirie qui viennent faire les travaux. En fait, nous accordons des autorisations d'occupation du domaine public. Donc, c'est notamment tous les chantiers tiers, tous les chantiers de bâtiments que vous pouvez voir, de réhabilitation ou de ravalement d'immeubles. Et ensuite aussi, les travaux concessionnaires qui sont assez importants. Assez importants. Disons que, on va dire qu'à l'échelle, c'est toujours la même chose, mais bon, à l'échelle de quelques mois, ça paraît assez important parce que dans ce quartier, nous avons beaucoup CPCU, donc des renouvellements de réseaux de chauffage urbain et aussi renouvellement des réseaux gaz, qui sont quand même assez nombreux. Mais ramenés à l'échelle de l'arrondissement et eu égard au nombre de demandes que nous avons, environ 4000, enfin, vous n'en avez qu'une centaine. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça vous paraît beaucoup, mais pour nous, ce n'est pas grand-chose, en fait. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie. Je vais demander au conseiller de quartier si vous avez des questions. Oui. Oui, bonsoir, madame. Je voulais vous appeler l'attention sur la rue Leblanc, oui, qui est dans un état catastrophique, avec des ornières énormes, des énormes trous qui sont vraiment dangereux. J'ai vu des gens tomber, déjà plusieurs fois, en vélo, à pied. J'ai d'ailleurs ramassé une dame qui a trébuché sur l'ornière et qui est tombée en plein milieu de la rue, qu'elle aurait pu se faire écraser. Et il y a un autre problème aussi, que je pense est structurel, c'est que sur les immeubles qui sont sur la rue, on entend à chaque fois que les bus, surtout quand les bus passent, mais les voitures aussi, il y a comme si on tapait sur nos murs et ça vibre. Ça fait poudoudum, poudoudum. Donc il y a quelque chose, il n'y a pas de trou. C'est très curieux. Moi, j'ai fait moi-même la vérification parce que j'en ai parlé aux voisins et on a fait une vérification. Il n'y a pas de trou, mais il y a quelque chose de structurel qui fait que quand une voiture passe, on a les immeubles tous autour, on a bom 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 dans nos immeubles. Surtout au rez-de-chaussée, bon, au premier étage, un peu moins, mais ceux qui sont au rez-de-chaussée. Et c'est vraiment très 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 difficile parce que c'est toute la journée et toute la nuit. À quel niveau de la rue Leblanc ? Entre la place Ballard et l'hôpital. Et la chaussée est vraiment dans un état mais absolument indicible. C'est vraiment pas des petits trous, des choses. C'est vraiment dangereux.
Alors je vois qu'il y a une petite horloge, il y avait une petite horloge sur le plan antérieur sur la rue Leblanc. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que là, on a une vraie urgence. Parce qu'il y a déjà le problème que ça affecte vraiment la qualité de vie des gens, parce que c'est très difficile d'être chez soi et d'avoir tout le temps ce boum, 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 à chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe. Et c'est extrêmement dangereux. Je vous dis, moi j'ai ramassé déjà une dame qui avait trébuché sur cette gigantesque ornière. Je vous montre, ça fait ça, hein, c'est ça, et ça redescend. En plus, c'est dangereux pour les voitures, et moi, je circule beaucoup en vélo, et j'ai déjà failli me tomber plusieurs fois avec ces ornières, en évitant les voitures et des choses comme ça. Donc ça, je tenais à dire, parce que ça, c'est vraiment une urgence. En plus, il y a beaucoup d'ambulances qui passent, et qui sont pressées, évidemment, et ça augmente encore plus le problème de sécurité. Beaucoup de passages de bus aussi. Oui, les bus, mais moi, je pense aussi aux ambulances qui passent et qui sont pressées. Parce que ça déstabilise. Oui, mais bon, il faut le prendre en considération. Non, mais je veux bien, mais il faut le prendre ça en considération et programmer les choses en fonction. Il y a 2 lignes de bus qui passent là, évidemment. Mais bon, ça, il faut le savoir, on le sait, donc il faut prévoir ça. On peut pas, et ça fait des années. Hein. Il y a eu une réparation qui a été faite et qui a été absolument n'importe quoi, parce qu'au bout d'1 mois, l'ornière est revenue, elle est même plus grande, parce que le matériel qui a été utilisé, le matériau, il était très mou, ce qui fait que ça a redescendu et ça a remonté encore plus les ornières. Voilà, je voulais vous attirer l'attention parce que je crois que c'est vraiment une situation critique, là. C'est pas quelque chose comme ça de manutention normale. Et le problème structurel du bruit dans les bâtiments, c'est vraiment terrible, quoi. C'est vraiment très, très difficile. Merci. Donc oui, la rue Leblanc, nous l'avons bien en tête. En fait, pour tout vous dire, donc c'est une des voies que nous proposons souvent dans le cas des travaux d'investissement, donc des gros travaux lourds. C'est-à-dire que son coût, en tout cas si on devrait reprendre la totalité, notamment la structure, on estime quasiment à 500 000 €. Donc pour vous dire, ce que vous avez dû voir en réparation, c'est ce qu'on appelle des réparations d'urgence. Effectivement, vous dites que c'est n'importe quoi, mais pour 1 mois, ça permet de tenir. Et à la base, on est censé revenir tous les 1 mois, jusqu'à ce que ce soit vraiment financé dans le cadre d'une opération globale. Ben oui, de ce que vous dites, oui. Ben oui, d'accord. Entendu. Allez-y. Bien, moi j'aimerais parler d'une urgence qui est sur le trottoir au long du rail. Il y a un trou qui est entre 50 cm et 1 mètre sur le trottoir, qui n'est même pas protégé. Est-ce que vous pouvez nous préciser la rue, s'il vous plaît? C'est la rue Cauchy, enfin, au long du rail, entre la station des RER et l'entrée du parc. Le long du RERC. Voilà. Au long et sur le trottoir de côté des rails. Qui longe le souterrain. Oui. La voie qui longe le souterrain. Oui. Entre le souterrain et le RERC. Voilà. Et en fait, c'est sur le trottoir droite quand on vient de Javel et on marche vers le parc. Il y a un immense trou et il n'est même pas protégé. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont tombés dedans parce que la nuit, on ne le voit pas. Hein. Si vous ne savez pas qu'il y a ce trou, on peut tomber dedans. Hein. C'est vraiment très, très dangereux. La deuxième chose, c'est la rue de la Montagne de l'Espérou. Oui. La rue de la Montagne de l'Espérou, on a coupé les trottoirs au long du parc il y a 5 ou 7 ans et depuis, on n'a jamais remis l'asphalte. Donc, il y a un trou, comme ça. Et la même chose sur les trottoirs qui n'ont pas été coupés, et surtout, c'est qu'on a des bosses comme ça, tout au long du trottoir, qui est très dangereux aussi. Et ça, c'est pas bien. La troisième chose, qui est responsable à désherber le trottoir? Parce qu'entre l'immeuble, les immeubles et les trottoirs, il y a plein d'herbes, plein d'herbes. Il y a aussi la même chose autour de tous les arbres. Ça se fait pas. Personne ne désherbe. Non, mais c'est complètement. On désherbe plus.
c'est sauvage, hein, c'est vraiment très, très sauvage. Et, ouais. Bon, non, mais puis, ça, c'est la politique municipale de ne pas désherber et de laisser la nature prendre tous ses droits en ville. Donc, il n'y a plus de désherbage. Donc, voilà, sur les trottoirs, c'est normal. Voilà, exactement. C'est la politique de la ville, effectivement. Ouais. Voilà. Ouais, ben, ça peut plus, créer aussi des problèmes. C'est pour faire des continuités écologiques, pour que les insectes puissent aller d'un brin d'herbe à un autre. Dans les immeubles. Enfin, dans les immeubles. Ça peut arriver aussi. Non, parce que surtout les cafards, mais entre sinon, le trottoir, elle est rare. Mais... Oui, non, mais je sais, entre le trottoir et l'immeuble, on a plein d'herbes qui poussent. Oui, mais je sais, mais c'est volontaire. Ouais. Non, c'est pas une blague, hein, ce que je dis, c'est volontaire. Ben, je sais pas, c'est étrange. Alors là, maintenant, il se trouve que dans l'acte 2 de la territorialisation, c'est-à-dire de pacte de proximité, qui unit la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement, il a été décidé et voté en conseil que les pieds d'arbres, notamment, seraient de ressort des mairies d'arrondissement. Parce qu'il y a plusieurs possibilités d'aménagement de pieds d'arbres. Donc on en discute avec les services de voirie, notamment, de façon à voir quel est le meilleur système pour aménager les pieds d'arbres. Donc voilà, c'est en discussion. Ce que je vous dis, ça date de quelques semaines, hein, donc ce n'est pas encore au point, mais il y a une nouvelle politique sans doute qui sera mise en œuvre en ce qui concerne l'entretien des pieds d'arbres. Donc c'est déjà ça. Et la dernière chose, c'est l'entretien. Dans notre rue, il y a 2 filles qui travaillent. Deux filles qui travaillent pour la voirie, pour nettoyer la rue. Et ces 2 filles... des agents de propreté. Oui, voilà, agents de propreté. Et il se trouve que je vais faire des courses. Au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, je reviens, elles sont assises au même endroit. Et elles parlent. Oui, et j'ai même pris en vidéo. Hein. Donc, ça va pas du tout. Hein. Et personne ne les surveille et tout le monde rigole parce que tout le monde les connaît. Ces 2 filles ou ces 2 agents qui font absolument pas du travail. Bon, voilà, ça y est, vous les avez dénoncés, donc... Voilà. Mais bon, là, c'est pas à l'ordre du jour la propreté, hein, c'est l'entretien de la voirie. Mais on transmettra. On transmettra quand même à nos collègues. Voilà. Après, ça pour peut arriver, réagir, la rue de la Montagne, de l'Espérance, ok, donc ça a dû être de l'Espérance, j'aime bien. Mais c'est pas mal aussi. Ça s'y prête bien, je trouve. Surtout dans le domaine que nous évoquons. C'est juste à côté de la section. Faut que vous soyez pleine d'espérance. Voilà. Ok, je prends note, d'autant plus qu'il y a eu des travaux concessionnaires là-bas, donc si vous dites qu'il y a 5-7 ans quand même, c'est un peu très embêtant, d'autant plus que c'est pas très loin quand même du service. Ensuite, vous m'aviez parlé de quoi? Oui, du nid de poule, la rue Cauchy. Enfin, c'est pas vraiment la rue Cauchy, non? Entre le RER et le tunnel. Ok. Ça urge pour lui. Non, mais il y a un sujet, c'est là aussi, excusez-moi, on revient toujours sur les questions budgétaires. Parce que nous n'avons pas suffisamment de budget pour entretenir la voirie, c'est clair. Comme nous n'avons pas assez pour entretenir les jardins, même si les services font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, il nous manque des personnels, des engins, des budgets, des process aussi, parce qu'on se rend compte que la voirie de Paris est assez souvent amiantée. Donc quand il y a un chantier de voirie, bien souvent, il est nécessaire de désamianter. Donc non seulement ça double le coût de l'opération, alors que ce n'était pas prévu, mais en plus, ça double le temps aussi de la réalisation. Il y a aussi un dispositif qui a été mis en œuvre qui est totalement inefficient, semble-t-il, par rapport aux concessionnaires. Enfin, moi, c'est ça que je pense. C'est qu'autrefois, quand les concessionnaires faisaient les travaux sur la voie publique et creusaient des tranchées, les concessionnaires devaient donner une certaine somme à la ville de Paris qui, avec ses propres services, rebouchait. Bon, c'était fait plus ou moins bien, mais plutôt bien, je dois dire. Pour une fois, la ville faisait bien les choses. Mais en revanche, là, le système a changé. Maintenant, ce sont les concessionnaires qui, eux-mêmes, après avoir creusé, doivent reboucher. Sauf que comme il n'y a pas de contrôle, normalement, ils doivent le faire dans le mois qui suit, ou chose comme ça. Dans le mois qui suit, sinon, ils sont susceptibles d'être verbalisés. Mais comme il n'y a aucun corps de contrôle ni de verbalisation, il n'y a pas de verbalisation. Ça peut durer. C'est pour ça que parfois, vous avez des tranchées qui sont bouchées, bien sûr, mais qui ne sont pas bitumées, parce que le concessionnaire se dit « je ferai ça le plus tard possible », parce que ça lui coûte de l'argent d'envoyer un camion plein de goudron pour reboucher 20 mètres.
Et on a d'immenses morceaux de trottoirs qui sont dégradés. Ça, donc ce système ne marche pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi la ville s'accroche à ça, alors tout le monde se plaint de ce système, qui fait qu'il y a des trous partout dans les trottoirs. Et puis, oui, il est nécessaire d'avoir un plan de rénovation des trottoirs et des chaussées. Moi, je l'avais proposé dans le 15e, mais je n'ai pas eu les crédits pour le faire. Donc, on fait ça avec le peu de crédits qu'on a. On rebouche les trous quand on peut. Mais ce n'est pas à la hauteur des besoins et des problématiques que rencontrent les habitants qui tombent énormément. Qui n'est pas tombé dans une rue à Paris, quoi, sur un trottoir? On est tous tombés. Enfin, moi, le premier, d'ailleurs. Mais c'est parce que, voilà, ça nécessite beaucoup de crédits que nous n'avons pas. Je considère que ça doit être... Moi, il y a 2 priorités pour moi, enfin, en tant que maire. Propreté et entretien de la voirie. Voilà, ça, c'est des sujets essentiels pour les habitants qui, quand ils sortent de chez eux, doivent pouvoir marcher dans la rue ou en tout cas avec des moyens de locomotion aussi sur la chaussée. Et puis, dans une rue propre qui soit vétusienne. Donc, c'est une question de priorité et de moyens qui sont insuffisants, même si on commence à avoir... un certain nombre d'améliorations avec des enveloppes souplesses. C'est-à-dire que la ville nous accorde à nous, les arrondissements, des enveloppes souplesses qui nous permettent de décider d'un certain nombre de choses. Par exemple, en matière de propreté, j'ai utilisé une partie de l'enveloppe souplesse pour dégraffiter contre les tags qui sont sur tous les murs, etc. Voilà, ben parce qu'on a un contrat avec une société que j'ai pu choisir et qui nous permet d'avoir une réaction assez vive en moins de 7 jours normalement, quand c'est signalé. Enfin bon, voilà, on essaie de faire avec ce qu'on a. Et les services aussi. Oui, allez-y. Penser quand même. Hein, oui. Surtout quand ça prend de sécurité, bien sûr. Attendez, on va juste reprendre les questions une par une. Allez-y, je vous en prie. Merci. Oui, on avait également évoqué le problème des caniveaux qui débordent dès lors qu'il y a un peu de pluie forte. Et on n'a pas eu de réponse de votre collègue là, il y a quelques séances. Je parle notamment des caniveaux au niveau des passages piétons, au niveau des carrefours, exemple, Convention Saint-Charles, par exemple, qui débordent en permanence. C'est un travail commun que nous menons avec nos collègues de la propreté, mais côté assainissement plutôt, parce que généralement, quand vous avez comme ça ce qu'on appelle des flashs, des accumulations d'eau ou des stagnations d'eau, soit il peut y avoir un vrai problème de voirie, donc auquel cas il faut carrément revoir en fait le nivellement du trottoir. Soit dans beaucoup de cas, il manque juste un avaloir de plus, vous savez, pour permettre en fait l'écoulement de l'eau. Donc là, en l'occurrence, pour les exemples que vous citez, je pense qu'ils l'ont bien en tête. Alors bon, c'est sûr que... Oui, ça fait à peu près 10 ans que je dénonce ce carrefour Saint-Charles-Convention, où dès qu'il pleut un peu, on ne peut pas traverser parce que on est comme dans un pédiluve, dans les piscines, vous voyez, les pédiluves pour se laver les pieds avant d'entrer dans les... C'est à peu près ça. À mon avis, il y a une erreur de conception dès le départ. Au niveau des... Non, parce qu'on a étudié ce sujet. Convention Saint-Charles, c'est assez caractéristique d'une belle erreur des ingénieurs de la voirie, quand même. Et donc... voilà. Dommage, j'étais pas là. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre un micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez donner le micro par ici, Monsieur Servière? Merci beaucoup. Le carrefour Convention Saint-Charles est particulièrement... le trottoir et la chaussée, c'est complètement affalé. Et il y a de plus en plus de grosses averses avec le changement climatique. Et pour traverser, il y a des moments, il y a des flaques d'eau pour les personnes âgées, c'est pratiquement impossible. Il faut faire des écarts pour pouvoir... c'est dangereux. C'est dangereux. Ça fait des années que nous avons saisi le service de la voirie d'ailleurs, mais je pense qu'il faut refaire absolument tout le carrefour. Donc, il y avait un vrai projet en fait. Comment il y avait un vrai projet en fait sur la place, que ce soit Saint-Charles, rue Saint-Charles et même la place, mais côté service d'aménagement des grands projets qui étaient prévus sur cette mandature. Du rond-point Saint-Charles. Oui. Non, mais là on ne parle pas du rond-point Saint-Charles. Vous parlez de. On parle de le rond-point Saint-Charles. Il était très bien refait. Ouais. Même si un arbre a été abattu malheureusement avec la tempête, je ne sais plus laquelle, mais c'est Convention Saint-Charles. Ah oui, Convention. Le cochon rose, vous voyez. C'est plus facile à repérer. La charcuterie de cochon rose.
Et donc là, comment? Oui, bon souffleur, voilà, pour les poètes. Attendez. Attendez, on va prendre une question par une question, s'il vous plaît. On n'entend rien si vous parlez sur le micro. Hein. Oui, bonsoir. Donc, madame parle de la rue des Cévennes au niveau du 91, au niveau du passage pour piétons, à l'angle presque de la rue de Lourmel, où là, il y a de l'eau. Vous pouvez venir maintenant, alors qu'il n'a pas plu depuis des jours. Il y a beaucoup d'eau et c'est très fréquent. Merci beaucoup. C'est noté. Non, pas mal de carrefours. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y. Oui, merci Madame Lelon pour votre présentation sur le programme des travaux dans notre quartier. On a évoqué donc des endroits où il y avait des trous, etc. Je crois qu'il y a une application, c'est dans ma rue, je crois, ouais, où on peut faire des signalements s'il y a des difficultés de ce type. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur l'appli puis mettre les informations, qui, je suppose, elles seront prises en compte assez rapidement et peut-être de doubler au niveau de la mairie, parce que je crois que c'est une des thématiques vues de très près par monsieur le maire. Et moi, j'étais aussi intéressé par le marquage ludique des enfants, là. C'est quoi exactement? Merci. Oui, dans la rue aux écoles, enfin, j'aime bien, j'allais dire rue aux écoles, hein, parce que c'est pareil que rue aux enfants. Le marquage ludique, en fait, c'est un catalogue qu'on peut avoir de différents prestataires. Et généralement, c'est un travail qui est fait en fait en concertation avec les directeurs ou les directrices d'école. Et l'idée, en fait, c'est soit, enfin, sur choix, en fait, hein, on essaie de dessiner soit des petits ronds, enfin, soit une marelle, enfin, voilà, c'est au choix. Voilà. Et je pense qu'on va compléter cet aménagement qui avait été fait il y a 2 ans par ce biais-là. On va essayer de rendre un peu la voie un peu moins minérale que ça ne l'est aujourd'hui. Allez-y, oui. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Oui, non, je voulais compléter nos interventions par un point qui me paraissait important. Mais d'abord, j'ai une question, parce que vous dites que le quartier Citroën-Boussicot, pour cette mandature, il n'est pas prévu d'être traité, c'est ce que j'ai compris, ou alors si vous pouvez préciser, mais si vous voulez me répondre maintenant. Et donc je regardais par rapport à votre plan aussi, qui est instructif. Justement, moi, il y a quelque chose qui me paraît important d'être souligné, c'est justement au niveau du marquage au sol. Je vois par rapport aux couleurs que la rue Saint-Charles est concernée, donc renouvellement du marquage au sol. Et il y a un gros problème pour moi et pour peut-être certains habitants du quartier qui l'ont constaté, au niveau de la rue Saint-Charles avec la piste cyclable à contresens. Et étant donné que la rue Saint-Charles est vraiment une des artères du quartier, avec beaucoup de passages, avec beaucoup de vie, je pense qu'on a un problème fort de sécurité parce que les gens ne sont pas toujours habitués. La rue Saint-Charles est à sens unique pour les voitures, donc les gens savent que les voitures arrivent d'un certain côté, mais les vélos arrivent à contresens, c'est-à-dire en remontant de Charles Michel en direction de Ballard. Et je pense que c'est vraiment essentiel de faire un bon marquage au sol tout au long de la rue Saint-Charles, en tout cas sur la partie commerçante, qui pourrait permettre aux gens de se rappeler que les vélos risquent d'arriver. Et les vélos, souvent, roulent vite, particulièrement les livreurs, mais bon, ça peut être tous les vélos, et se croient dans leur bon droit, puisqu'ils sont sur une piste cyclable dans un sens qui leur est dédié. Mais je pense que c'est important de rappeler aux habitants quand ils traversent, parce que parfois ils traversent un peu en dehors du feu. Voilà, donc c'est un point. Moi, j'ai constaté que plusieurs fois, certaines personnes risquaient d'avoir des accidents qui pouvaient avoir des conséquences sévères. Et j'ai un autre point de détail. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce sujet, mais au bout de la rue des Bergers, qui donne sur le cimetière Saint-Charles, il y a vraiment un angle mort au niveau de la circulation et aussi au niveau des piétons.
Et cet angle mort avant était pallié par une espèce de rétroviseur, ce qui se fait parfois, un rétroviseur, donc un miroir en hauteur fixé sur un poteau qui n'est plus là, ça fait plusieurs années. Et pour les voitures qui arrivent depuis cette rue des Bergers et qui vont tourner juste au bout de la rue au niveau du cimetière, ils tournent à gauche, tout à fait. On ne voit pas les voitures qui arrivent de la Tout à fait. Et c'est un risque d'accident, mais même pour les piétons, étant donné que la rue est petite, que en plus vous avez l'université Saint-Charles qui est là, il y a beaucoup d'étudiants. Oui. Et qui plus est, il y a la voie de livraison du Lidl, qui se trouve donc derrière, qui se trouve dans cette rue, et il y a souvent des gros camions de marchandises qui sont garés, donc qui obstruent toute une partie de la rue. La rue des Bergers n'est pas très large, et donc je pense que ça serait un point intéressant de refixer, comme il y avait un certain nombre d'années auparavant, ce rétroviseur, enfin en tout cas ce miroir qui permet de regarder ce qui se passe au niveau de... Il a disparu ? Il a disparu, oui, depuis X années, je ne peux pas vous dire quand, au moins 5 ans. Pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que c'était bien avant moi. Du coup, je vais commencer par la dernière et après on remonte. Le miroir, on n'en remettra pas, parce que c'est une volonté de la mairie centrale. On ne pose pas de miroir, on ne pose plus. Là, vous me dites qu'il y en avait avant, je suis assez étonnée, parce qu'on ne pose plus de miroir sur la voirie publique. Une des raisons évoquées, c'est juste qu'on ne sait pas entretenir, en fait. Au bout d'un moment, enfin, autant on arrive à intégrer pas mal de mobilier urbain où on sait qu'effectivement les services doivent assurer leur entretien, mais c'est pas le cas des miroirs. Voilà. Les angles morts, on a d'autres façons souvent de traiter les angles morts, notamment au niveau des carrefours. Soit on revoit intégralement la configuration, donc là, sûrement, on est sur une budgétisation de l'opération qui, là, ça peut pas être une opération d'entretien, quoi, classique. Et ensuite, non, tout à l'heure, pour le quartier Boucicaut, Citroën Boucicaut, je disais que concernant embellir votre quartier, c'est-à-dire vraiment les gros aménagements urbains, ça ne sera pas sous cette mandature, parce qu'effectivement, il y a des quartiers qui ont été définis au préalable, et il s'avère que là, c'est peut-être le 3e ou le 4e quartier, donc autant dire que ça ne sera pas sous cette mandature. Mais par contre... Combien de temps une mandature? C'est 6 ans. 6 ans. C'est 6 ans. Ouais. Ça se termine. Ouais, ça se termine. Bah, voilà. Oui. Je comprends, vous pouvez être déçu, j'entends. Mais par contre, ça n'empêche pas tout ce qui est gros entretien. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a parlé de la rue Leblanc, qui est dans un état très dégradé. Ça, ce sont des travaux qu'on peut effectivement faire dès lors où voilà, on est tous d'accord pour pouvoir réaliser cette opération. Et aussi qu'on a l'enveloppe budgétaire qui va bien. Voilà, j'avais une autre question que j'ai oubliée, je crois. La rue Saint-Charles, la piste cyclable. Ah oui, la piste cyclable, oui, ça c'est bon. Le renforcement, ça on peut le faire. Oui, ça on le fera. Enfin, ça va quand même beaucoup plus vite que des travaux plus conséquents. Merci, mais qu'est-ce que vous prévoyez? Excusez-moi de revenir sur ce point, mais pour les angles morts, vous dites que les miroirs, non. Oui, mais il faudrait que j'aille voir. Hein. Alors, moi je vais vous répondre. Moi, j'ai besoin, ouais. Parce que monsieur a totalement raison. Il n'y aura aucune visibilité sur ce carrefour sans miroir. C'est bien de prendre une décision générale comme ça, mais il faut faire du sur-mesure. Là, c'est la rue des Bergers qui arrive sur une zone piétonne. Donc, il y a une rue perpendiculaire qui passe, là, bien sûr. Et cette rue, les voitures qui arrivent par la rue des Bergers n'ont pas la vue de ce qui se passe sur la droite. Donc, elles ne peuvent avoir la vue sur la droite que s'il y a un miroir en face. Et je ne comprends pas, ce miroir existait, pourquoi on l'a enlevé? On aurait dû au moins le laisser, parce que je ne vois pas du tout comment vous pouvez reconfigurer cette intersection qui ne me paraît pas pouvoir être l'objet d'une restructuration, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça pose un vrai problème. Quant aux opérations embellir votre quartier, c'est vrai que la ville est partie flamberge au vent au début de mandature. Il y avait des embellir votre quartier dans tous les sens. On en avait 3, 4, 5 par arrondissement. Et puis on se retrouve quelques années plus tard avec 0 crédit. Voilà. Pas de budget, pas d'embellir votre quartier. Donc on termine laborieusement notre première opération d'embellir notre quartier. Mais les autres ne verront pas le jour. Alors elles seront reportées effectivement, on le souhaite, sur les prochaines mandatures. Parce qu'en plus, on parlait tout à l'heure dans ma rue, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il faut essayer de saisir
d'application dans ma rue quand il y a un problème. Mais c'est pas la même chose de saisir dans ma rue quand il y a un problème de propreté. Il y a des déchets en bas de chez moi, il faut venir les ramasser. Ça peut se faire assez rapidement. Mais quand il s'agit de reboucher un trou, de rebitumer, de modifier des opérations de voirie, ça c'est très difficile, c'est très long, il faut avoir des budgets. Le rebouchage, si, ça c'est vraiment quelque chose Alors, qu'on peut faire rapidement. oui. Par contre, la réflexion, effectivement, Oui, prend un peu plus de temps. Et évidemment, quand on a des problèmes de stagnation d'eau, là, c'est une étude de faisabilité. Donc voilà, on peut toujours tout faire en fait. C'est pas le problème, c'est juste, voilà. Avec du temps et de l'argent. Ça prend du temps, de l'argent. Enfin voilà. Je pense qu'on est tous de bonne volonté. C'est pas le problème, mais bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Merci. Je représente la copropriété du 74 rue Sébastien-Mercier. Nous sommes à l'angle de la rue Sébastien-Mercier et de la rue Saint-Charles. Alors, je remercie monsieur le maire d'organiser cette réunion et de recevoir la population. Je voudrais attirer votre attention sur le fait de faire respecter par les copropriétés les règles en matière de sortie de conteneurs d'ordures ménagères. Parce que nous avons des voisins, en l'occurrence 148 rue Saint-Charles, avec des restaurants qui ont beaucoup d'emballages, beaucoup d'ordures ménagères, qui sortent leurs conteneurs dès 7 heures du matin. Je l'ai encore constaté aujourd'hui. Alors, ils restent toute la journée là, donc ça pose des problèmes d'hygiène, ça pose des problèmes d'encombrement. Et puis, vous savez bien que dès qu'il y a des conteneurs, les gens apportent des cartons. Il y a les cartons des restaurants et il y a un amoncellement. À cet angle de rue, il y a maintenant une sorte de petite déchetterie sauvage du 15e arrondissement. Alors, est-ce que, monsieur le maire, vous pourriez intervenir auprès de ces copropriétés, de nos voisins, pour que les règles de sortie des ordures des conteneurs, soient respectées, c'est-à-dire puisque la collecte a lieu le soir? Je vous remercie d'avance. Mon adjoint chargé de la police va vous répondre. Merci monsieur pour votre question. Effectivement, c'est tout à fait dans les prérogatives arrogées à la police municipale ici présente, que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Donc on peut intervenir, on le fait régulièrement sur des commerçants. Il y a un certain nombre de restaurateurs qui nous disent qu'en effet, ils n'ont pas la place dans leur boutique de pouvoir garder les déchets, donc ils les mettent dehors de manière illégale, sans respecter les horaires de sortie. Et donc la police municipale intervient régulièrement sur ce type de cas. J'ai noté l'adresse précise, on interviendra avec eux. Vous pouvez répéter les adresses de ces 74 de la rue Sébastien-Mercier et de la rue Saint-Charles, spécialement à l'angle de la rue Saint-Charles et de la rue Sébastien-Mercier. Et spécialement, monsieur l'a dit, les restaurants du 148 rue de Saint-Charles qui ont beaucoup d'emballage et de détritus. Pour rester sur le même sujet, puisque j'habite également l'immeuble, cet immeuble, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait qu'il n'ait pas de place pour stocker leurs ordures. Parce qu'on a vu sur leur cour, qui est quand même assez grande, la cour de leur immeuble est assez grande, donc les ordures pourraient être stockées dans la journée dans leur cour. Je pense que c'est plutôt un problème d'incivilité de ces deux restaurants qui se moquent des passants, de ce qu'on peut leur dire, parce que moi je suis déjà intervenue et il y a monsieur Ménager, notre gardien d'immeuble, qui intervient aussi très régulièrement. C'est un vrai souci. Je dois dire qu'également, la police municipale est passée mardi, pas mardi là, mais le mardi précédemment, ont effectivement vu ces poubelles, pris des photos de ces poubelles. Et Olivier, peut-être que vous pouvez en parler un petit peu. Pas grand-chose à rajouter que vous, si ce n'est que vous parliez de la cour qui donne dans laquelle on voit tous ces conteneurs, correspond à un des restaurants et pas aux deux. Donc le deuxième a beaucoup plus de déchets et on ne sait pas où est leur cour ni quelles sont leurs capacités de stockage. Alors il y a celui-ci qui est petit. Les deux restaurants se conduisent très très mal. Les deux, j'ai envie de vous dire que le C25 va produire beaucoup moins de déchets que une personne à la fois, parce que.
Pardon? Non, vous parlez tous les deux en même temps. Oui, je disais que le 75, par exemple, est beaucoup plus petit et produit beaucoup moins de déchets. Et c'est eux qu'on voit depuis notre immeuble, enfin leur cours qu'on voit depuis notre immeuble. Donc effectivement, ils sont peut-être pas assidus. Et ce qui est le plus problématique, c'est l'autre qui produit énormément de déchets, qui s'appelle Taouk. Et là, Taouk, c'est un petit restaurant, enfin un restaurant rapide. Le sandwich libanais c'est une catastrophe en ville. Et oui, voilà, donc bon, bah, ça génère énormément de déchets, évidemment. Oui, et on en retrouve beaucoup par terre aussi, hein, d'ailleurs. Donc c'est vraiment le gros problème depuis qu'ils sont là. Oui, il y a eu une intervention, donc pas mardi là, mais mardi dernier, et j'ai vu que il y a de la police municipale, donc il doit y avoir un dossier qui doit être en cours. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'avais plusieurs remarques. J'aurais voulu poser une question concernant la piste cyclable rue Saint-Charles. Il n'y a pas de séparateur, donc j'imagine qu'il y a une raison. Et vous pourriez nous dire quels sont les critères quand vous posez un séparateur et quand vous n'en posez pas? Oui, mais même si elle marche, ça peut peut-être le faire. La deuxième remarque, c'était concernant les pourtours d'arbres. Donc, effectivement, il y a beaucoup de pourtours d'arbres. Il y a soit des petites fleurs, soit c'est des mangeoires à pigeons, comme on a place le Geneviève de Gaulle-Antoniose, soit c'est des grilles. Donc, est-ce que par hasard, on pourrait tous s'exprimer avec un QR code, par exemple, et on nous poserait la question à tous les riverains, tous les habitants du 15e, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Parce qu'il y a peut-être des bonnes idées aussi. Hein. Parce que les grilles, c'est bien, parce que comme on est nombreux quelquefois sur les places, eh ben, c'est pratique. Il y a des nécessités biologiques aussi. Hein. La biodiversité, vous voulez dire. Oui, la biodiversité. Et surtout le fait que Daviou, au XIXe siècle, avait tout compris. C'est-à-dire qu'il faut que les racines, que les arbres puissent aussi vivre. Et ce n'est pas en mettant des substances... résine. Avec des agglomérés que les choses vont aller. Donc nous ferons sans doute, il y a eu déjà des tests, la population d'ailleurs y est favorable aussi pour des raisons esthétiques, plutôt les grilles Davout que ce qu'on fait aujourd'hui et qui ne marche pas, quoi. Tout à fait. Madame oui, je vais juste compléter pour les pieds d'arbres. Faut savoir que la règle numéro 1 sur Paris, c'est quand même de mettre les grilles Haussmann, les grilles d'arbres Haussmann. Okay. Les grilles donc quand on ne met pas, oui, voilà, ça revient même. Donc quand on ne met pas ces grilles, c'est que soit on a un volume racinaire qui est assez important, soit on se base sur le linéaire, en fait, vous voyez, ce qui est déjà mis en place. Donc on essaie d'homogénéiser en fait le traitement. Mais en tout cas, la règle, c'est quand même de mettre les grilles d'arbres. Quand vous voyez des pieds d'arbres qui sont plus ou moins végétalisés, là c'est pareil, on est censé les accompagner en fait avec une espèce de lisse. Je pense que vous en voyez de plus en plus. Dans la mesure du possible. Alors dans le 15e, c'est vrai que... c'est assez hétérogène quand même, parce que c'est vrai qu'on a à la fois des grilles d'arbres, à la fois on fait beaucoup de terre et de semis aussi au niveau des pieds d'arbres. Et vraiment, dans le cas le plus défavorable, quand vous voyez des bandes d'alignement de pieds d'arbres traités avec du stabilisé, c'est qu'en fait, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix parce que si on met des grilles d'arbres avec un volume racinaire trop important, ça soulève, vous voyez, le trottoir. Comme je vous ai montré là tout à l'heure pour Ballard. Voilà. Donc il y a des raisons. Et pour répondre à votre question sur la piste cyclable, faut savoir que comme quasiment tout Paris est passé à 30 km/h, donc dans les voies à sens unique, vous verrez quasiment très peu, ou je dirais quasiment pas du tout, de séparateurs. Les séparateurs, c'est vraiment quand on a des axes structurants de l'arrondissement, donc on va dire avec des dimensions assez larges en termes de chaussée. Là, on a tendance quand même à mettre un peu plus de séparateurs ou alors de la bande cyclable matérialisée tout le long. Donc là, j'entends, pour l'exemple qui a été donné tout à l'heure, pour les voies à sens unique, on a la doctrine, en tout cas parisienne, nous permet juste de mettre des logos. Donc évidemment, c'est peut-être pas assez visible. Donc là, il y aurait peut-être un travail de renforcement à faire. Voilà, je vous ai donné un peu tous les critères pour lesquels on met les séparateurs ou pas. Oui, l'ajout, c'est que le code de la route oblige les collectivités locales à créer des sens inverses de circulation pour les vélos dans toutes les rues qui sont en zone 30. Or, comme l'a dit avec justesse madame, comme tout Paris a été classé en zone 30 par la mairie, donc toutes les rues peuvent avoir
un sens inversé de vélo avec un simple marquage au sol, comme ça vous a été dit. Deuxièmement, sur les arbres, moi je considère que ça ne va pas. La situation ne me convient pas du tout dans le 15e, et c'est pourquoi si, comme ça a été indiqué, l'aménagement des pieds d'arbres revient aux mairies d'arrondissement, moi je suis pour qu'on puisse installer partout, voilà, les grilles d'avoue qui correspondent bien au paysage parisien, et puis aussi à la croissance des arbres. Et par exemple, je vois la ville de la Motte-Piquet, il n'y avait absolument aucune raison valable pour faire de l'aggloméré, comment ça s'appelle ? L'organominéral. Comment ? De l'organominéral. De l'organominéral sur l'ensemble des arbres de la Motte-Piquet. Et s'ils ne meurent pas, on aura de la chance. Oui, j'avais une remarque aussi sur DMR, l'application. C'est vrai que c'est très efficace, mais quelquefois, pas vraiment. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple précis. Entre le carrefour, l'avenue Félix-Faure et François Copé, il y a eu des travaux sur la chaussée et il n'y a pas eu le comblement qui a été fait, n'a pas été fait entre le trottoir et la chaussée. Ce qui fait que les PMR ne peuvent pas passer. Et dans ma rue, quand ça a été signalé, ça fait 2 ans déjà, et à chaque fois, c'est dit, mais si ça a été fait, donc est-ce que ce serait possible que quelqu'un aille sur place ? C'est devant le café Tarte, donc c'est juste là. Il manque juste la bande. Mais le problème, cette bande, il n'y a pas d'abaissement de trottoir pour le PMR. Il n'y a pas de caniveau, en fait. Pardon ? Il n'y a pas de caniveau, du coup. Voilà. Donc ça fait comme un creux. Ouais. Exactement. Et justement, j'enchaîne. Comme vous dites, il va y avoir beaucoup de travaux. Est-ce que ce serait possible d'apporter une vigilance particulière lorsque vous faites des travaux avec une emprise sur le trottoir pour le passage des PMR ? Parce que souvent, il n'y a rien. Je vous donne un exemple. Dernièrement, je suis passée rue de la Croix-Niver, près du 141, c'est là où il y a le restaurant coréen. Il y avait emprise sur le trottoir. Le restaurant coréen, il y en a 50 dans le 15e, donc il faut préciser. Oui, au 141, ils sont 50. 141 rue de la Croix-Niver. Et donc là, il y avait des travaux, donc avec emprise sur le trottoir, et il n'y avait rien de prévu. Donc je leur ai demandé, et ils m'ont dit, non, parce qu'on n'a rien prévu ce matin dans le camion. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait comme un kit de survie, un kit PMR, dans tous les camions où il y a des travaux ? Donc, après, je leur ai dit que je repassais. Et effectivement, le soir, ils ont bidouillé avec des plaques qu'ils ont ajoutées pour faire passer ça. Mais je veux dire que, on ne peut pas, à la voirie, on ne peut pas tout faire. La voirie de Paris comme la voirie du 15e, c'est pareil. Mais pour ça, nous, on est tous, évidemment qu'on doit intervenir, nous, on est tous acteurs. Mais est-ce que ce ne serait pas possible, lors des premières réunions de chantier, d'insister là-dessus en disant quand il y a une emprise sur le trottoir, prévoyez quand même le passage des PMR. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont intervenus du coup le soir, parce qu'en fait c'est une obligation. C'est une obligation, c'est-à-dire que là ils sont tombés sur vous, mais ils seraient tombés sur nos services, et si jamais nous on n'arrive pas à obtenir un gain de cause, souvent on fait appel à nos collègues de la DPMP pour aller verbaliser. Donc c'est quand même une obligation, c'est systématique. Enfin, dans quasiment tous nos chantiers, je sais que c'est pas toujours le cas, mais dans quasiment tous nos chantiers, l'obligation c'est de maintenir, quel que soit en permanence, le cheminement piéton. Donc qui dit piéton, c'est tout piéton, y compris les personnes à mobilité réduite. Et très souvent, j'appelle honnêtement directement les prestataires pour leur dire. Et vous savez, on se bat pour que la circulaire, vous la connaissez, l'autorisation d'occupation, pour que ce soit marqué dès la première ligne, protection des piétons et PMR, et non pas à la dernière ligne. Le cheminement doit être assuré, le piéton et PMR. Donc là, la mairie de Paris nous a dit qu'elle le ferait. Bon, ça fait plusieurs mois. Entre la communication et les... Bon, on sait qu'il peut s'écouler pas mal de temps, voire d'années. Mais voilà, pour dire que c'est vrai que piéton et PMR, ça doit aller ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? PMR, ce sont les fauteuils roulants. Oui, personne à mobilité réduite. Personne à mobilité réduite. J'aimerais juste continuer ces sujets qu'elle a parlé. Moi, je passe avec une poussette double de rue Santo-Dumont à la rue Falguière. C'est un passage de combattants. J'arrive pas à passer sur aucun trottoir. Je suis obligée de marcher sur la chaussée. Ça, c'est pas normal. Ça fait plus que 6 mois qu'il y a des travaux là-bas. Et... Je vous laisse finir. Oui, mais ça va pas. Une poussette double que je suis obligée de passer sur la chaussée, toute la rue Santo-Dumont, et après, en marchant sur la rue Falguière jusqu'au bout de la rue Falguière.
Donc et j'aimerais que quelqu'un le fasse à pied, parce que vous êtes obligé de passer comme ça tout le temps, zigzag, zigzag, zigzag. Et il y a plein d'endroits que vous pouvez même pas, il n'y a pas une rampe pour passer avec la poussette double. Donc c'est vraiment très difficile. La deuxième chose, c'est sur la voirie pour les vélos. Je parle quai André Citroën, il y a la voirie pour les vélos de deux sens. Maintenant, il y a des vélos qui empruntent la rue pour aller de Javel jusqu'à la Tour Eiffel. Ils l'empruntent sur le côté où il y a une voie de voitures. Merci beaucoup. Ouais, et pourtant, il y a. Ils ne prennent pas la piste cyclable, je comprends pas. Ils prennent pas la piste cyclable et ils s'en fichent complètement. Mais c'est de l'incivisme, qu'est-ce que vous voulez que Mais je c'est fasse un civisme, mais là, c'est la police municipale. Oui, alors juste la police municipale, c'est le prochain sujet, donc on va peut-être juste finir sur la partie voirie avant de s'intéresser à la police municipale, si vous voulez. Parce que je crois qu'il y a un panneau quand même, le panneau bleu avec les vélos. Et quand il y a les panneaux bleus avec les vélos n'a plus le droit de choisir où il peut aller. Il doit aller sur la piste cyclable. Oui, on va juste finir sur le sujet et puis on reviendra après dessus si vous peut-être apporter quelques éléments sur... On peut toujours mettre le panneau bleu, hein, mais il ne vous a pas échappé qu'on est à Paris et que, Paris pilule en fait de signalisation verticale, de panneaux. C'est pas pour autant que les gens respectent toujours. Donc, ok, dont acte pour ajouter un panneau, mais bon, si on arrive à avoir gain de cause et que vous avez moins de cyclistes sur la voie... Après, il faut les verbaliser, c'est tout. Oui, alors ça, on va passer sur le sujet après. Est-ce qu'on a une dernière question? Et la dernière chose, c'est pour vous, j'habite l'entrée de mon parking, les rue Cauchy, pratiquement en face de la voirie. Et normalement, les camions, ils font une réunion de travail dans la rue, ils bouchent la sortie continuellement et ils bouchent aussi la circulation parce qu'ils parlent. Il y en a un qui est à côté et l'autre qui est dans la voiture. Et Les véhicules de propreté, vous voulez dire? Ils ont un parking, ils peuvent aller dans le parking. Pourquoi ils sont en train de boucher constamment la voirie? Non, mais ils restent pas là éternellement, en fait. Je pense que après, c'est embêtant effectivement si vous voulez rentrer dans votre parking. Mais bon, généralement, ils vont pour ramasser des objets encombrants. Donc, quand ils stoppent en pleine voie, mais il y en a votre parking, ouais. Il y en a des fois 8 là, ou je 9 défends nos camions. Collègues, hein. C'est même pas nos véhicules. Hein. Je défends nos collègues, mais bon, c'est il y a 8 ou 9 camions de deux côtés de la rue. Ils rétrécissent la rue et des fois, il y en a un qui s'arrête pour parler avec l'autre qui est assis dans la voiture. Et vous pouvez attendre jusqu'à qu'ils terminent leur conversation. Je pense qu'on va faire passer comme Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle sur ce sujet-là où on va pouvoir passer à la police municipale? Non, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. On va donc passer au prochain sujet qui est le référent police municipale, puisque nous avons un nouveau projet qui est donc le fait d'avoir un référent par quartier. Vous savez qu'on a 10 quartiers dans le 15e et donc on a un référent par quartier. Et pour nous, c'est donc Monsieur Cobon que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour, je suis Patrice Cobon, chef de service police municipale dans le 15e. Et aujourd'hui, je suis parmi vous en tant que référent de quartier Citroën Boussicot. Donc, il y a eu, c'est tout nouveau, comme l'a dit monsieur le maire. La cérémonie de lancement des référents de quartier a eu lieu le 20 mars 2025 cette année. Donc, il s'agit généralement des chefs de service de police municipale, également des chefs de brigade. Donc, les missions des référents de quartier, c'est d'assurer une mission d'hyper proximité. Il s'agit généralement de programmer pendant 1 heure, de 13h à 14h ou de 17h à 18h, une opération intitulée 360 degrés du quartier, dans le quartier où on met qui est piloté par le référent de quartier, en mettant un maximum d'agents de policiers municipaux, des médiateurs et des agents de surveillance et parcs et jardins. Donc l'idée, c'est de faire une présence massive et dissuasive sur l'espace public
à l'image de ce qui était fait, qui faisait par la police nationale, qui s'appelait Place Net, et également de relever l'ensemble des infractions qui se présentent, et de nouer également des liens avec des administrés, des commerçants ou des habitants du 15e. C'est-à-dire être en contact privilégié pour les habitants, identifier et prévenir tout ce qui est trouble et mener des actions de prévention. Donc, dans chaque quartier, les usagers pourront également se tourner vers l'agent qui est dédié au référent de quartier. Donc, j'ai un petit slide à vous présenter. C'est voilà, le policier municipal qui est référent de quartier, ses missions et son rôle de l'hyperproximité. Donc, le sommet, il y a eu une petite introduction, les référents de quartier et également les missions principales du référent de quartier. Alors, la place du référent de quartier, c'est d'être en contact permanent dans son quartier, qui soit visible. On a un petit badge ici, qui aussi, je vais dehors pour faire des émissions de 360 degrés que je porterai tout le temps. Et vous pouvez également, les commerçants et vous également, vous approcher de moi et on peut discuter, avoir vos doléances. Et également, le référent quartier représente également la police municipale. Pas que référent quartier, mais également police municipale. Alors, comme je l'ai dit au tout début, c'est un encadrement en police municipale. Et également, dans chaque quartier, il y a un référent. Mais par contre, le référent, il peut avoir un ou deux quartiers, vu que ici, Citroën Boussicot, je suis le référent principal. Et également, il y a un suppléant, le juge, je ne suis pas là, qui sera à ma place voilà, pour faire l'émission. Et également, ce référent, il fait le lien entre vous et la division qui est dans le 15e arrondissement de la police municipale. Alors, comment ça se passe après? Comment se fait connaître? Le référent, normalement, bon, depuis que ça a commencé, ça fait presque deux mois, avoir une connaissance accrue de son quartier. Et ça fait au moins 10 ans que je suis dans le 15e. Donc, le secteur Citroën Boussicot, je connais un petit peu, je peux dire. Et les sujets qu'on a abordés tout à l'heure, je suis conscient de ça, ici je connais. Et également, vous, en tant qu'usager ou riverain, je serai votre référent, je serai privilégié avec avoir des contacts privilégiés avec moi si vous me voyez dans la rue ou dans d'autres circonstances en dehors de l'opération 360 degrés. Alors, comment joindre le référent de quartier? Il y a plusieurs solutions. Soit rencontre physique, soit dans les patrouilles ou lors d'un totem, on connaît ça souvent. Et quand je fais l'opération 360 degrés, il y a le totem qui est souvent un totem mobile, que je mets souvent au rond-point Saint-Charles pendant 1 heure de temps. Il y a l'équipage est sur le terrain, mais par contre, je reste sur place pour rencontrer les riverains, pour prendre les doléances. Et également, il y a une application ou un lien qui est Solène. Quand vous allez paris.fr, quand vous tapez votre téléphone personnel, comment joindre un référent quartier, et ça vous donne immédiatement le lien à suivre. Vous devez créer déjà votre adresse mail, comme on le fait dans ma rue également, c'est un petit peu pareil. Et en fonction de ça, vous pouvez joindre le référent quartier. Nous, on reçoit les mails, vos doléances, et puis on les traitera derrière. Ou également le 3975, que vous connaissez, je suppose. Et notre salle de commandement qui nous renvoie toutes vos doléances dans les divisions, et en fonction de ça, on peut les traiter. Et évidemment, lors des réunions comme aujourd'hui, par exemple, conseil des quartiers ou réunions publiques avec mairie hors des rues également, qu'on a fait plusieurs fois. Alors également, comment ça se décline l'hyperproximité? Par la présence physique que je l'ai dit tout à l'heure, pour les points de rencontre au terme, les îlotages, et prise de contact spontanée avec vous, les usagers, habitants et commerçants, et lors des réunions, deux fois également au commissariat, les GPO. Je pense que le GPO, c'est le groupe partenariat opérationnel avec les associations, le commissariat ou des riverains quand vous êtes présents également. Alors, en finalité, moi, ma fonction, je ferai, c'est réunir toutes vos doléances afin de les traiter. Et je dois également maîtriser mon quartier et mettre en place des actions opérationnelles. C'est tout pour... voilà. Merci Patrice. Je voulais aussi vous dire 2-3 mots avant de éventuellement vous laisser la parole pour répondre à votre question sur l'état de la sécurité
et des opérations que l'on mène dans votre quartier un petit peu plus largement que le référent de sécurité. D'abord, l'objectif global dans le 15e arrondissement, c'est d'hyper-spécialiser, aussi bien sur les tâches que de manière géographique, les policiers. Hyper-spécialiser en fonction des quartiers, vous l'avez compris, l'idée c'est d'avoir une personne physiquement qui soit un point de contact avec les gardiens, les commerçants, les habitants, qui connaît le quartier, qui connaît les problématiques du quartier, et celles que vous rencontrez ici ne sont pas tout à fait les mêmes que dans d'autres quartiers du 15e. Donc ça, c'est la première priorité, hyper spécialisée à l'échelle géographique. On a aussi des spécialisations en fonction des tâches. Je pense notamment aux personnes à la rue. On a créé, je crois qu'on est le seul arrondissement à l'avoir fait dans le 15e, une équipe dédiée au sein de la police municipale, 3 policiers municipaux dédiés exclusivement aux nuisances liées aux personnes à la rue, avec des collègues de Patrice qui interviennent, qui vont au contact, qui font remonter à la police nationale et qui essayent d'expulser ces gens-là lorsqu'ils sont à l'origine des nuisances. Et on arrive à avoir des résultats. Je pense par exemple à la ligne 6, il y avait énormément de tentes, de campements, etc. Il y en a aujourd'hui quasiment plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en effet essayer de faire moins mais mieux, de réduire le nombre d'opérations, mais quand on y va, on pilonne. C'est ce qu'évoquait Patrice avec les opérations 360, qu'on peut appeler opération Place Nette aussi. Il y en a eu une dans votre quartier le 24 avril dernier, il y a à peu près un mois, place Saint-Charles, où pendant 2 heures, il y a eu 38 agents de la police municipale qui sont intervenus et qui ont été au contact des habitants, qui ont dressé des PV, il y en a eu une quinzaine, qui ont pris les doléances des habitants. Et donc l'idée, c'est non seulement d'être visible, mais aussi de pouvoir marquer géographiquement parlant, physiquement parlant, le territoire. Montrer que la police est là, qu'elle occupe le terrain pendant plusieurs heures d'affilée et en nombre. 38 personnes, c'est beaucoup, c'est la moitié des policiers municipaux du 15e arrondissement. Ensuite, plus globalement, sur la délinquance dans votre quartier et les interventions de la part de la police nationale et municipale, je tenais à vous rappeler que ce quartier-là est un des quartiers prioritaires pour nous. Il y a eu en 2024, comme ça on regarde les choses sur le temps long, 1129 opérations de la part de la police nationale. Ça fait plus de 3 opérations par jour, plus de 3 interventions par jour de la police nationale uniquement dans votre quartier. C'est l'un des quartiers dans lequel on intervient le plus. Deuxièmement, sur les caméras de vidéoprotection, c'est un de nos grands combats pour essayer d'en multiplier le nombre dans le 15e arrondissement. On en a eu au cours de cette mandature, en tout et pour tout 7. Ce sont des caméras qui sont accordées par la mairie de Paris. C'est trop peu, il en faudrait environ 100 de plus ou 200 de plus. On en a eu 7. Néanmoins, on est l'arrondissement qui en a reçu le plus au cours de ces dernières années, entre 2020 et 2026. Et parmi ces 7, il y en a 3 qui sont dans votre quartier. Il y en a une devant le collège Apollinaire, avenue Émile Zola. Il y en a une au métro Boucicaut. Et il y en a une, je ne sais pas si c'est précisément dans votre quartier, mais porte d'ici, au sud de l'arrondissement. Autre élément que je souhaitais souligner aussi, ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville ou les QPOP. Le maire se bat depuis des années maintenant pour faire rentrer un certain nombre de quartiers du 15e arrondissement, et notamment Ballard, dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers politiques de la ville. Qu'est-ce que ça permet, ces QPV? Ça permet tout simplement d'avoir plus de moyens de la part de l'État, de la ville, pour notamment lancer des opérations, pour soutenir des associations locales, etc. On n'a pas réussi à Ballard, c'était l'une de nos priorités, d'avoir ce fameux label quartier politique de la ville. Néanmoins, on a réussi à avoir ce qu'on appelle le label quartier populaire, qui sont des labels lancés par la ville. Et on en a eu plusieurs dans ce quartier-là. On est aujourd'hui le quartier label, le quartier Ballard est un quartier populaire, le quartier Frères Voisins et le quartier des 4 Frères Peignot. Sur 7 QPOP, quartiers populaires, il y en a 3 qui sont dans votre quartier. Et bon, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voir le verre à moitié plein, c'est de se dire qu'en fait, ça nous donne des moyens supplémentaires pour agir. Voir le verre à moitié vide, c'est se dire qu'en fait, ça prouve la réalité de ces quartiers-là, qui sont des quartiers objectivement de plus en plus difficiles. Mais il faut regarder le réel en face. C'est un grand philosophe disait, le réel, c'est quand on se cogne. Il faut justement partir du réel pour pouvoir agir. Et donc, je crois que ça nous permet néanmoins d'agir efficacement. Sur les interventions de la police municipale, vous évoquez ce qu'on peut faire sur les vélos, lutter contre les incivilités. Pour vous donner quelques chiffres, entre le 1er janvier et le 16 mars, sur le premier trimestre de cette année, il y a eu, dans votre quartier uniquement, je parle juste du quartier Citroën-Boucicaut, 78 PV dressés par la police municipale,
contre les incivilités. Les incivilités, ça recoupe des infractions au chantier, des terrasses qui ne respectent pas les horaires de fermeture ou l'étalage, des ventes à la sauvette. C'est tout ce qui concerne les incivilités, les petites incivilités qui en réalité empoisonnent la vie des habitants au quotidien. 78 en l'espace de 2 mois et demi, c'est beaucoup, je vous laisse faire le calcul par jour. Il y a eu 283 missions et interventions de la part de la police municipale sur cette période uniquement. Ça fait 3,7 missions et interventions par jour dans votre quartier. Là aussi, ça prouve la présence physique. Notre combat, c'est de mettre du bleu dans la rue. Je vous ai dit, en 2024, police nationale, 3,1 interventions par jour. Police municipale, 3,7 sur ce premier trimestre. C'est beaucoup. Et enfin, la dernière chose que je voulais évoquer, qui concerne le trafic de stupéfiants. Il y a certains points de deal, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certains points où il y a effectivement du trafic dans le quartier Citroën-Boussicot. On a eu l'occasion de faire, le 15 mai dernier, avec les services de police, une grosse opération, avec notamment des chiens, avec la BAC. On a trouvé plusieurs centaines de grammes de produits stupéfiants et une opération est en train d'être menée pour justement essayer de remonter la filière et démanteler ce point de deal. Une fois qu'on aura démantelé ce point de deal, notre objectif, c'est, parce que ces gens-là vivent 99% du temps dans des logements sociaux, c'est d'expulser des logements sociaux ces délinquants qui pourrissent la vie d'un quartier entier. Et je sais qu'on a parfois un peu de fatalisme en se disant on ne peut rien faire, on baisse les bras. On a fait exactement ça dans un autre quartier du 15e qui s'appelle Amiral Roussin. Il y avait un point de deal à Amiral Roussin qui faisait 1 000 € par jour jusqu'à il y a 2 mois. On a monté une opération qui a nécessité plus de 50 policiers qui ont fait de la filature, de la surveillance, la BAC notamment. On a réussi à démanteler ce point de deal. Aujourd'hui, il n'y a plus de trafic de stupes à Amiral Roussin. Il faut rester vigilant, mais à l'heure où je vous parle, il n'y a plus de trafic de stupes. Et la personne qui était à l'origine, qui tenait ce point de deal, le caïd qui tenait vraiment le point de deal, qui vivait dans l'immeuble à Amiral Roussin, on l'a expulsé jeudi dernier, il y a quelques jours à peine. Donc vous voyez, on arrive à avoir des résultats, c'est long, ça prend du temps, mais il faut rester optimiste. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour se battre sur le point de deal en question et sur les expulsions. Il y a à l'échelle de votre quartier 7 dossiers en cours qui sont entre les mains des bailleurs et des services de justice pour pouvoir rendre ces appartements aux Parisiens qui travaillent, aux policiers, aux infirmières, aux puéricultrices, aux professeurs qui sont obligés de faire des heures et des heures de transport pendant qu'en attendant, ces logements sont occupés par des délinquants qui pourrissent la vie de quartiers entiers. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Samaman pour cette intervention. Dame, bonjour à vous. Donc voilà, je suis chef service de police municipale. Au même titre que mon collègue Patrice Cauban, il y a ma collègue aussi ici présente, chef de brigade de police municipale. Donc je voulais abonder dans ce sens pour dire que nous, on est à vos côtés pour vous soutenir. On est visible, on fait des opérations qu'on appelle 360 degrés. Juste pour rappel, 4 opérations ont été menées dans votre quartier et donc qui ont donné lieu à une centaine de verbalisations, PV, dressées, 50aine de doléances recueillies sur plusieurs thématiques que vous avez soulevées, et puis à peu près 200 flyers distribués sur plusieurs thématiques, respect de code de la route, comment éviter les escroqueries quand on sait qu'elles sont nombreuses. Et donc, juste pour vous dire que, aussi pour rendre hommage aussi à nos commerçants, qui sont le maillon fort de notre chaîne sociale. Donc c'est chez eux que vous allez tous les jours acheter votre pain chez le boulanger ou acheter votre viande. Et donc c'est eux qui vont vous taper le bout de gras, vous discutez de tout, de rien, ce qui s'est passé hier, la veille, l'avant-veille. Et c'est grâce à vous qu'on peut recueillir les informations et pour agir efficacement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous voyez, on essaie de faire énormément pour vous et pour votre sécurité dans le quartier. J'imagine qu'il y a un certain nombre de questions sur ce sujet. Donc les questions sont ouvertes. Est-ce que les conseillers de quartier, dans un premier temps, ont des questions? Oui. Je voudrais attirer votre attention sur un problème que moi je suis cycliste, hein, j'utilise, on a un très beau réseau d'ailleurs que je remercie pour l'action qui a été faite, un bon réseau de pistes cyclables. On a un problème, c'est que je crois que c'est 2 problèmes les plus sérieux. C'est des motocyclistes qui se servent justement, par exemple, des pistes en sens inverse et ils viennent dans le sens des voitures. Et moi, je me suis déjà fait presque écraser plusieurs fois parce qu'ils viennent très vite. Donc ça, je pense qu'il y a besoin d'une attention particulière. Et les stationnements de livreurs sur les pistes cyclables
et qui sont dangereuses pour tout le monde, parce que finalement c'est dangereux pour les piétons, parce qu'on est obligé de les éviter, on finit par passer par le trottoir, ou alors on rentre dans la rue avec les voitures. C'est dangereux pour les voitures. Donc je voulais simplement attirer votre attention, parce que c'est très très courant, surtout sur la rue Le Courbe, qui en plus a une belle piste cyclable large, qui fait que on peut très facilement stationner un transporteur, et c'est très très courant. Voilà. Je peux intervenir vite fait. Donc, je vous encourage à utiliser les applications qui sont disponibles, appeler le 3975, parce que c'est une plateforme derrière laquelle il y a plusieurs de nos agents qui veillent au grain et qui transmettent en temps réel toutes les doléances pour qu'ils envoient directement nos agents sur place pour verbaliser ou constater. Et il y a aussi le DMR dans ma rue, c'est une application très efficace. Donc, dès que vous détectez une anomalie, un acte malveillant, donc vous le signalez, et puis nos services agiront dans les meilleurs délais. Voilà. 2 éléments pour compléter la réponse. D'abord sur les vélos, sachez qu'en effet, ma priorité, je l'assume tout à fait, c'est de demander sur les problématiques liées à la circulation dans le 15e arrondissement, d'être extrêmement vigilant et intransigeant envers les cyclistes qui conduisent n'importe comment. Je suis moi-même cycliste et je le vois quotidiennement. Il y a globalement très très peu de cyclistes à Paris qui respectent le code de la route. C'est très bien que les usages se modifient, c'est très bien que les gens prennent le vélo plutôt que la voiture, etc. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Néanmoins, comme ce sont des néocyclistes, des personnes qui conduisent depuis peu, ils n'ont peut-être pas encore intégré que le cycliste devait aussi respecter le code de la route. Et la meilleure des pédagogies, c'est souvent la sanction. Et donc, en effet, il faut mettre des contraventions pour leur dire que les écouteurs, c'est interdit, pour leur dire que les feux doivent être respectés. On peut faire un peu de pédagogie, mais je crois que la manière la plus efficace qu'il peut y avoir, c'est en effet de sévir, de dresser des contraventions. Et je peux vous dire que la prochaine fois, quand ils devront s'arrêter à un feu, ils y réfléchiront plutôt 2 fois qu'une avant de le brûler. Donc ça, c'est la première chose. Je sais que tous les arrondissements n'ont pas cette politique, mais j'assume tout à fait de demander ça aux effectifs de police municipale dans le 15e. Et ensuite, la deuxième chose que vous avez évoquée sur les livreurs, Deliveroo, Uber Eats, etc., qui stationnent un petit peu partout. On peut envoyer la police municipale, mais globalement, on va déplacer le problème. L'objectif, c'est de remonter vraiment à la cause du problème. D'abord, la première chose, c'est que ce sont souvent des livreurs qui, en réalité, n'ont pas de papier, qui s'échangent des comptes Deliveroo, Uber Eats, sans forcément être la personne qu'on voit derrière le nom du compte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mène des opérations avec la préfecture de police et la sous-direction de lutte contre l'immigration irrégulière, parce que ce sont souvent des personnes qui n'ont pas à être là, qui n'ont pas à travailler ici, qui, en tout cas, n'ont pas de papier, et donc on mène des opérations avec elles. La deuxième chose qu'on peut faire aussi, et on l'a fait notamment au métro au tout début de l'avenue Félix Faure, derrière la place de l'église Pernay, où en fait on a défini une zone blanche au sein de laquelle les livreurs qui se trouvaient dans cette zone ne pouvaient pas recevoir de commandes sur leur portable. Et donc nécessairement, ils étaient obligés de partir parce que sinon ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas bosser. Et donc on essaye dans le 15e arrondissement de bosser main dans la main avec Uber Eats et Deliveroo pour là où il y a des endroits de fixation, définir des zones blanches et faire que les livreurs ne puissent pas recevoir de commandes dans ces endroits-là. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, madame. Si vous pouvez prendre juste un micro. Merci beaucoup. Donc vous avez parlé du narcotrafic et félicitations pour ce que vous avez fait. Mais il y a également une autre nuisance, ce sont les réseaux de prostitution. Dans notamment certains immeubles, c'est-à-dire que ces réseaux louent des appartements qui servent à la prostitution. Et ils les louent en général en Airbnb. Qu'est-ce qui peut être fait ? Je sais que c'est compliqué. Oui, je serais ravi d'en savoir un petit peu plus et d'avoir plus d'informations à ce sujet-là, dans la mesure où nous, on peut intervenir, mais à partir d'éléments précis. J'ai une adresse en tête, mais ce n'est pas l'occasion ici de vous la divulguer, sur laquelle j'ai reçu des mails pour des soupçons de prostitution. Ce qu'on fait, c'est qu'on les transmet au service de police qui mène l'enquête. Et ensuite, il y a une brigade de répression, de lutte contre la prostitution qui existe à l'échelle de la préfecture de police, qui est chargée de mener enquête. Et en fonction de ce qu'elle trouve, elle peut intervenir et démanteler l'éventuel réseau qui s'y trouve. Voilà, c'est leur métier, ils sont là pour ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des informations plus précises sur le lieu exact. On le fera. Ce qui se passe, c'est que la location Airbnb permet d'avoir une comment dirais-je, ce sont des électrons libres qui louent pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Dès qu'ils se font repérer, puisque la copropriété et le quartier le repèrent, c'est facile, ils s'en vont et ils se remettent ailleurs.
un de mes voisins a constaté qu'entre Boussicot et Ballard, il y a 3 semaines, il y a 28 escort girls disponibles, ou lieux d'escort girls. Et c'est ce côté, comment dirais-je, ils sont là pendant 3 semaines, on fait les dépositions, mais 3 semaines après, ils sont ailleurs. Donc c'est compliqué. Mais on vous donnera... On fera le maximum. Je ne peux rien vous promettre, évidemment. Non, c'est juste pour signaler que c'est un fléau. C'est un fléau c'est un fléau très important, en effet. Il y a déjà dans le 15e ce type de comportement vers Falguière, où on est intervenu avec la police et on a pu démanteler le petit réseau de prostitution. C'était souvent en plus des mineurs qui étaient... C'était pas des prostituées qui venaient de loin, c'était des mineurs qui étaient au collège dans le 15e arrondissement et on a pu intervenir. C'est le genre de choses qu'on peut faire. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à Tracfin pour voir comment le règlement se fait? Parce que si c'est un Airbnb, à partir du moment où le propriétaire loue son Airbnb pour un réseau de proxénétisme, il y a des proxénètes, mais en général, il y a un firewall entre les deux, c'est-à-dire qu'il a confié à une société qui, elle, paye correctement. Et enfin, voilà. Est-ce que le Tracfin peut-être... Voilà. Je sais que c'est compliqué. Oui, et on regardera, on interviendra. Merci. Est-ce que vous avez une autre question dans la salle? Oui, madame au premier rang. Merci pour votre présentation et merci pour tout ce que vous mettez en place, et j'en suis consciente. Monsieur Samama, je vous ai envoyé un mail en début de semaine. Je suis résidence place de la Montagne du Goulet. Donc sur cette place, nous sommes 4 immeubles, plus une entrée d'immeuble rue des Cévennes. De cette place découlent 2 rues piétonnes, la rue Piette-Mondrian et la rue Clément-Mionnet. Le problème que l'on rencontre depuis 2 semaines, là ça s'est calmé depuis hier, c'est qu'on a des personnes qui viennent s'installer certainement à la nuit tombée, qui s'installent donc devant les portes de nos immeubles ou les portes des locaux des poubelles qui sortent sur ces voies, ce qui fait que l'employé de l'immeuble, puisque on n'a plus de gardien qui réside, mais l'employé est là toute la journée, très ennuyé le matin, a peur aussi d'avoir des coups. Il faut bien que les personnes puissent se pousser pour qu'il puisse faire son travail. Voilà, donc ça s'est répété plusieurs nuits. Je pense que voilà, il y a peut-être eu quelque chose de fait. Hier, il n'y avait plus rien. Et on a également 2 personnes, et je pense... Madame, messieurs de la police municipale, vous avez vu ces personnes qui sont là depuis des mois, rue, je crois que c'est la rue Piette-Mondrian. 2 personnes qui vivent sur un matelas, presque à l'angle de la rue Sébastien-Mercier. Voilà, ils sont là, donc il n'y avait plus rien hier. Des personnes du quartier les ont aidés à tout remettre, et ce qui fait que c'est reparti. Et de ce fait, je pense que ça attire d'autres personnes de venir s'installer sur cette grande place de la Montagne du Goulet, où effectivement il n'y a pas de commerçants. Mais c'est une suggestion. Je pense que ce serait bien que la police municipale, de temps en temps, vienne sur la place aussi constater les incivilités de la part des cyclistes, des trottinettes et des scooters qui traversent la place à toute allure, ce qui est extrêmement dangereux pour nous tous. Merci. Je vous remercie. J'ai bien en tête la problématique que vous avez soulevée et votre mail que j'ai eu l'occasion de transmettre. Il y a eu en effet une intervention de la part de la police municipale dans les jours qui ont suivi. Vous faites bien de me dire qu'ils sont revenus parce que je pensais ce problème réglé suite à cette intervention. On reviendra aussi souvent que nécessaire. J'ai eu l'occasion d'évoquer l'équipe dédiée aux personnes à la rue au sein de la direction de la police municipale dans le 15e arrondissement. C'est très concrètement leur métier, leur job au quotidien de suivre ces problématiques et d'intervenir. C'est un cadre légal qui est très contraint dans lequel intervenir parce que la tente est plus ou moins considérée comme un domicile. Bref, je ne rentre pas dans des problématiques juridiques. Néanmoins, on y va et on intervient aussi souvent que nécessaire jusqu'à les faire partir. Et on intervient aussi évidemment avec le volet social et notamment le SAMU social qui accompagne des opérations que l'on mène toutes les semaines. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Oui. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des QPV, des quartiers politiques de la ville. Après, vous avez parlé des QP, des quartiers populaires. Et quelle est la différence avec les quartiers prioritaires? Est-ce que c'est la même chose qui a évolué avec le temps? Ou est-ce que c'est une question de budget? Il y a plus de budget. Plus on monte dans le sigle, plus il y a de budget. C'était juste une question de curiosité, en fait. Merci. Oui, en fait, ce sont 2 dispositifs différents. L'un est actionné par l'État
appelé QPV, quartier prioritaire de la ville, et l'autre actionné par la ville, appelé QPOP, soit quartier populaire. La géographie prioritaire de la ville est décidée par l'État, avec un certain nombre de politiques mises en œuvre par l'État, avec la participation aussi des collectivités locales, et donc à Paris, de la mairie de Paris. Depuis 10 ans à peu près, vous voyez, c'est le temps long, je demande que le 15e puisse bénéficier de quartier prioritaire de la ville. Et l'État m'a donné satisfaction l'année dernière, puisque depuis le 1er janvier 2024, nous bénéficions de 2 quartiers prioritaires de la ville dans le 15e, qui sont Brancion-Périchaud et Falguères. J'avoue que j'en avais demandé un 3e, qui était le quartier Ballard également, en fonction des difficultés que nous rencontrons dans ce quartier et qui sont importantes. Bon, ça correspond à une certaine dégradation à des choses, hein, parce que si l'État le décide, ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes. Donc ça permet de bénéficier de dispositifs en matière d'emploi, d'accompagnement des personnes, de politique sociale, de suivi d'associations, de soutien scolaire, etc., etc. Enfin, dans tous les domaines, il y a des moyens budgétaires qui sont alloués dans le cadre de ces politiques aux territoires concernés. Les QPOP est un complément mis en place par la mairie de Paris qui a décidé de sélectionner un certain nombre de territoires en difficulté en complément des quartiers prioritaires de la ville pour y appliquer aussi des moyens budgétaires supplémentaires de subventions à des associations, par exemple de soutien scolaire, qui n'existeraient pas forcément dans d'autres quartiers, de rénovation d'écoles, des choses comme ça. Donc voilà, il y a 5 QPOP dans le 15e et 2 quartiers populaires, donc, qui sont autour, enfin c'est un peu les mêmes secteurs, pas forcément. On a par exemple les 4 frères Peignot, qui sont en QPOP évidemment, et quelques autres encore. Les Ballards, oui, les Ballards est en QPOP. Mais c'est des moyens beaucoup moins importants que les quartiers prioritaires de la ville. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions sur ce sujet-là, on va passer donc à nos 2 points d'information, puisque l'heure tourne. Le petit point d'information, c'est le ballon Generali qui a été rénové. Il a été inauguré le 29 avril dernier. Alors juste pour vous faire un petit point sur le ballon Generali, il a été lancé en 1999, donc à l'occasion des festivités liées au passage à l'an 2000. Et puis, il a donc 3 fonctions, ce ballon. Vous le voyez sur la slide, la table d'avant. Ouais, merci beaucoup. La première, c'est donc mesurer la qualité de l'air. Vous avez une deuxième fonction qui est mesurer la pollution atmosphérique de 0 à 300 mètres d'altitude. Et puis la dernière fonction, c'est les mesures aux gaz à effet de serre dans le cadre du projet ICOS. Voilà, ça c'est une nouveauté depuis 2025 liée à cette rénovation. On a un certain nombre de partenaires sur cette opération, notamment évidemment Generali qui est indiqué sur le ballon. On a le CNRS, on a évidemment la ville, la mairie du 15e, etc. etc. Vous avez tout sur la slide ici. L'idée de vous en parler, c'était un petit peu de remettre au cœur ce ballon qu'on voit un petit peu de tout le 15e, de presque tout le 15e, mais tout le monde ne sait pas à quoi il sert. Et donc, étant donné qu'il est dans votre quartier, je trouvais que c'était intéressant que vous sachiez toutes les fonctionnalités de ce ballon, au-delà évidemment de la partie sympathique de monter dedans et puis d'avoir une très belle vue sur tout Paris. La dernière information avant de clore ce conseil de quartier, c'était de vous indiquer la date de la fête de quartier, puisque la fête de quartier a lieu le 14 juin prochain, dans ce même parc, dans le parc André Citroën, de 14h à 17h. Vous êtes donc les bienvenus, vous êtes tous bienvenus, n'hésitez pas à venir, donc le 14 juin au parc André Citroën. On a fait un peu le tour de l'ordre du jour, donc merci beaucoup d'avoir été présents, et puis je vous souhaite une excellente soirée.